Je voulais réagir en vidéo suite à la mort de Quentin, ce jeune nationaliste dans la région lyonnaise, en marge d'une réunion de Rima Hassan, eurodéputé LFI, d'origine palestinienne, qui intervenait auprès d'un public d'étudiants de gauche radicale, j'imagine, je présume, sur le thème de la Palestine. Et ce jeune homme, alors c'est contesté par l'avocat de la famille, puisque la famille explique qu'il n'appartenait pas à ce mouvement, ni à aucun mouvement, qu'il ne faisait pas partie d'un service d'ordre, etc. Donc, bon, il y a là il y a là des versions contradictoires entre ce que dit Alice Cordier et son association du rôle que jouait le jeune Quentin lors de cet événement et ce que dit l'avocat de la famille sur ce rôle. Donc vous voyez, donc il y a des versions contradictoires, c'est un peu difficile de se prononcer. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été lynché euh, en marge de cette réunion par des membres de la mouvance Antifa, traditionnellement extrêmement violente. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à exonérer évidemment les Antifa. Pour une raison simple, c'est que j'ai eu le grand déplaisir d'avoir affaire à ces gens lorsque je militais plus jeune. Et j'ai participé, contre mon gré d'ailleurs, à probablement un des épisodes les plus violents de violence de rue instigés par les antifas dans ma région. Donc on était tombé dans une embuscade euh, avec au moins une cinquantaine d'antifas qui avaient eu 24 heures pour la préparer, avec des stocks de pierres, etc., des armes. Bon, enfin, c'était extrêmement violent et au bout d'un moment, il y a eu une intervention de la gendarmerie qui a été obligée de sortir d'ailleurs les armes de poing pour commencer à cantonner la violence. Ça, on allait vers un homicide, hein, parce qu'ils étaient déchaînés. On les a contenus. Ils avaient prévu de nous lyncher, on les a contenus parce que les nationalistes ont quand même des nerfs. Et on les a contenus je pense qu'on était à 1 contre 3, je veux dire. Mais on les a contenus et le plan qu'ils avaient arrêté n'a pas été couronné de succès. Donc je ne suis pas là pour exonérer les antifas. Je connais leur potentiel de violence et je connais surtout, comme beaucoup d'autres, en tout cas beaucoup de nationalistes qui ont milité, l'impunité dont ils bénéficient. Car, disons les choses très clairement, ces groupes sont connus, leurs membres sont connus des services de police et de la justice, ils sont connus du gouvernement, et s'ils peuvent opérer comme ils opèrent depuis des années, c'est parce qu'ils bénéficient d'une impunité. Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils jouent un rôle objectif de chien de garde du système, les nationalistes étant traditionnellement identifiés comme étant la seule véritable opposition politique en France, depuis 1945, clairement. Et deuxièmement, parce que très souvent, les membres de ces groupes antifascistes sont issus de la bourgeoisie urbaine, et leurs parents sont souvent très bien placés. Ça peut être des fils de magistrats, des fils de notables d'une manière générale. Et quand il y a un problème, bon, les parents sont alertés, ils passent quelques coups de téléphone et l'affaire est vite étouffée. C'est pour ça que depuis très longtemps, ces gens, depuis au moins une quarantaine d'années, bénéficient d'une impunité de fait. Donc les groupes antifa violents qui sont dissous sont très rares. Par contre, vous avez qu'à compter le nombre de groupes nationalistes qui ont été dissous, notamment depuis la non-affaire Méric. Je rappelle que l'affaire Méric est une imposture de A à Z. L'affaire Méric, c'est quoi? C'est 3 nationalistes qui participent à une vente de vêtements privés et qui, lors de cette vente, croisent des antifas. Et ces antifas décident de leur tendre une embuscade, les méthodes classiques de cette racaille. Et en fait, les nationalistes se sont trop bien défendus, comme c'est souvent le cas, et il y avait un des membres, Clément Méric, qui sortait d'une maladie grave, qui n'avait par ailleurs pas le gabarit pour aller au contact dans des bagarres de rue, qui y allait quand même, et qui finalement a pris un mauvais coup et est tombé. Mais bon, voilà. Donc Esteban Morillo s'est trop bien défendu et il a été livré en pâture aux médias qui l'ont traîné dans la boue, etc. Les magistrats
Lui et ses camarades les ont sévèrement réprimés. Et ça, ça a été le signal en fait de la répression tous azimuts des organisations nationalistes à l'initiative de Manuel Valls, hein, le grand ami d'Israël. Et tous les groupes nationalistes ont été ciblés, et ça s'est encore aggravé avec Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puisque là, même les simples rassemblements pacifiques et déclarés en préfecture des groupes nationalistes étaient interdits. Donc, si vous voulez, il y a eu un désarmement des groupes nationalistes par l'État depuis des années. Ce qui a encouragé encore plus les antifas à passer à l'attaque, puisque de leur côté, la répression est quasiment nulle. Il y a un déséquilibre évident dans la réaction des pouvoirs publics. Et fatalement, au bout d'un moment, avec un tel encouragement de la part des pouvoirs publics et une telle impunité, vous savez que ça va finir en meurtre. C'est obligé. C'est une trajectoire inévitable. Donc il n'y a aucune surprise dans la mise à mort de ce jeune homme. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Tous les militants nationalistes de terrain le savent, je veux dire. La question qui se pose, c'est comment il n'y a pas eu plus de morts et plus tôt. Je veux dire, c'est la seule question qui se pose. Voilà. Donc, dans ma vidéo ici, je ne cherche pas du tout à exonérer l'extrême gauche. On les connaît, mais justement parce qu'on les connaît, on est en droit de poser 2-3 questions à Alice Cordier et à son organisation. Parce que si les assassins sont les antifas, ce sont eux les principaux coupables, Alice Cordier porte une responsabilité morale, parce que c'est elle qui organise sa contre-manifestation, c'est elle qui appelle des gens à y participer, donc elle choisit le moment, elle choisit le lieu. Et donc elle doit répondre de ça. D'ailleurs, elle ne peut pas prétendre comment dirais-je, ignorer la violence de l'extrême gauche, puisque d'ailleurs elle s'en plaint. Et deuxièmement, elle dit avoir prévu un service d'ordre auquel aurait appartenu le jeune Quentin. Encore une fois, c'est nié par la famille, mais si vous préparez un service d'ordre, c'est que vous attendez à des violences, par définition, des violences potentielles à tout le moins. Bon. Donc, les méthodes d'Alice Cordier sont connues, ça consiste à aller créer des clashs avec la gauche radicale, faire des images, mettre ça sur les réseaux sociaux, générer des vues, des clics, de l'engagement, et ensuite être relayé par CNews Europe 1, c'est-à-dire le cartel médiatique de Bolloré, de son nom complet Bolloré Goldschmidt, qui est évidemment lié aux intérêts juifs et aux intérêts israéliens. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc, on peut discuter de ce type de méthode, d'accord ? On peut estimer que c'est justifié, on peut estimer que c'est pas justifié. Mais il n'y a aucune surprise puisque c'est la logique même des méthodes de la stratégie médiatique employée par Cordier, d'aller au clash. Et là, vous avez des gens qui vous disent ah oui, mais bon, on a quand même le droit de contre-manifester sans être pris à partie violemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez aussi le droit de mettre un gigot devant le nez d'un pitbull, sans qu'il ait pour autant le droit de vous mordre la main. Mais s'il vous mord la main, est-ce que vous ne pouviez pas l'anticiper ? Vous voyez, donc là, on est sur une zone un peu grise, où, si vous voulez, on se positionne à la limite en espérant que l'autre commette l'erreur, si vous voulez. Vous jouez sur la recherche de la faute de l'adversaire. Encore une fois, c'est une stratégie que certains peuvent défendre, que d'autres peuvent rejeter, mais c'est une stratégie. Il y a une prise de risque consciente de la part de Cordier. Chacun doit mesurer ses risques. Alors les participants qui acceptent de faire ça prennent des risques et ils savent ce qu'ils font. Normalement, ils doivent savoir ce qu'ils font, mais il n'y a aucun élément de surprise, si vous voulez, n'est-ce pas ? Il y a une prise de risque consentie. Et là, il y a des gens qui sont en train d'essayer de nous expliquer qu'il n'y a pas de prise de risque à l'origine, qui ne s'attendent à rien. Bon, il faut être sérieux, il y a un service d'ordre, donc on s'attend à quelque chose. Maintenant, moi, ce qui me froisse beaucoup, outre le type de méthode, parce qu'encore une fois, certains peuvent estimer que c'est les bonnes méthodes. Moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est à qui ça profite tout ça. Parce que ce jeune homme qui a voulu... alors je sais pas, parce que là, il était isolé, je pense qu'il était même plus avec le groupe à ce moment-là, mais bon, il s'est engagé avec eux, j'imagine, en voulant bien faire. Mais est-ce qu'il est mort pour la France et les Français ? Bah, je vous réponds clairement non. Pourquoi je vous réponds clairement non ? Ben, Alice Cordier choisit un certain type d'événement
qui n'ont pas de rapport avec la France et les Français. Pourquoi elle s'en est prise spécifiquement à cette réunion de Rima Hassan? Est-ce que c'est un rapport avec le harcèlement de rue que commettraient des migrants venant d'Afrique du Nord ou quoi? Non. On est déjà éloigné des buts originels de Némésis, parce que soi-disant c'est le féminisme de droite, bon, un concept un peu étrange, mais peu importe. C'était soi-disant la défense des femmes qui subissent les conséquences de l'immigration dans leur vie quotidienne. Très bien, ok. Mais là, c'est une réunion sur la Palestine. Alors, on a le point de vue qu'on veut sur la Palestine, mais on n'est pas du tout sur le même thème, je veux dire. Donc, il y a un choix, et on en sait plus avec les récentes positions de Lise Cordier sur l'Iran, où on la voit déambuler dans les rues en brûlant l'effigie du principal responsable politique de l'Iran, comme si l'Iran avait un rapport direct avec la condition quotidienne des femmes françaises dans les rues de Bordeaux ou de Lyon. Je veux dire, donc elle entre sur un terrain qui est un terrain géopolitique. Vous voyez, il y a un glissement. Il y a un glissement. Et ce glissement est accompagné par CNews et Europe 1 où elle intervient régulièrement. Mais on n'en sait plus sur ces manifestations sur l'Iran. C'est qu'on l'a prise sur le fait en compagnie du photographe de l'ambassade d'Israël, qui l'a prise en photo en train de brûler les fameuses effigies, etc. Donc là, en réalité, Cordier agit dans le cadre d'opérations d'influence de l'opinion française, téléguidées par un État étranger, en l'occurrence Israël, mais pas pour la France et les Français. Parce que où sont les positions d'Israël contre l'Arabie Saoudite, par exemple? Vous voyez, si c'est l'islam le problème. Je veux dire, l'Arabie Saoudite est un État aussi fondamentaliste, même plus fondamentaliste au quotidien que l'Iran, où d'ailleurs les femmes peuvent porter le voile, hein, contrairement à tout ce qu'on entend. Je veux dire, regardez les vidéos de vlogueurs qui vont en Iran, dans les rues de comme de Téhéran, les femmes se baladent sans voile, il se passe rien. Je veux dire. Donc, on voit bien qu'il y a des choix. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si vous suivez un peu l'actualité internationale, vous voyez que Netanyahou réclame des États-Unis une guerre contre l'Iran en disant l'Amérique doit frapper. Mais l'Amérique, pas Israël. Ils ont déjà fait savoir, Netanyahou et Israël a déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas intervenir directement contre l'Iran. C'était le boulot, soi-disant, des Américains. Donc voilà, faites le travail et nous on regarde, quoi. Et là, vous voyez que Trump déploie des porte-avions, un nouveau porte-avions au large de l'Iran. Donc, c'est très étrange, mais ces manifestations anti-Iran, ou alors contre la Palestine, puisque l'Iran a soutenu beaucoup les Palestiniens, ça intervient au même moment. Mais je veux dire, et vous voyez des traces de présence d'agents israéliens autour de Cordier dans ces rassemblements. Attendez, mais il faut arrêter là. Donc, quand elle fait ce type d'action contre Rima Hassan, elle ne travaille pas pour la France et les Français. Elle travaille pour les intérêts juifs et israéliens, qui, en échange, lui donnent de la visibilité puisqu'ils contrôlent un certain nombre de médias. Et en l'occurrence, au moins, CNews et Europe 1, plus le JDD et Frontières. Moi, j'ai pas l'impression que le jeune Quentin soit mort, je veux dire, dans le cadre d'une action franco-française. Ok? Alors, moi, je trouve ça tragique pour lui, mais il faut retirer de ça un enseignement. C'est très important. Parce que je vois des jeunes qui disent, on s'en fout, c'est les antifas, ouais, c'est la mentalité, vraiment la mentalité hooligan, l'équipe A contre l'équipe B, vous voyez, réfléchis pas, ne cherche pas à réfléchir. Tu vois, mets ton cerveau en pause, tu vois, là, le gars, c'est l'ennemi, ouais, fonce. Ouais, mais c'est un peu comme l'Amérique face à l'Iran avec Netanyahou qui dit, ouais, les gars, faut foncer, quoi. Et là, c'est pareil avec Cordier, ouais, il faut foncer, réfléchissez pas trop, non, c'est l'ennemi, je vous assure, c'est bon, on fonce, on y va. Oui, mais ça profite à qui? Ça profite aux Français ou ça profite aux Israéliens? Moi, jusqu'à preuve du contraire, il me semble qu'un nationaliste, en France ou en Europe, peu importe, il défend son pays, son peuple, pas les intérêts d'un État proche-oriental. Vous voyez? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que nous subissons une vaste opération d'influence de l'opinion française pour nous rattacher
aux intérêts d'un État étranger, en l'occurrence l'État d'Israël. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, il faut quand même hameçonner l'opinion avec des thèmes qui portent. Donc au départ, c'est un peu l'immigration, les faits divers, l'islamisation. Ouais, ça mord, parce qu'il y a des vrais problèmes liés à ça. Mais petit à petit, on vous fait glisser, vous voyez. Hop, tiens, t'en as marre des Arabes qui harcèlent les Blanches dans les rues. Bah oui, c'est bien normal. Mais t'as vu, regarde, là, nous, on a des problèmes en Iran, tu vois, en Iran, là. C'est à 3000 km, tu sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, ça devient la priorité, quoi. Bon, écoutez, quand on est un nationaliste, on défend son pays, on n'est pas là pour servir de gilet pare-balles pour des intérêts étrangers, a fortiori des intérêts juifs. Voilà. Sinon, vous êtes un idiot utile et vous risquez de payer le prix de ne pas avoir une analyse un peu plus profonde. Donc si vous restez sur des analyses comme on peut en voir, binaires, primaires, fonce d'abord, réfléchis après, il y aura des problèmes. Et moi, je vois des gens qui disent ah oui, mais ça, c'est du discours de soumis, c'est du discours de lâche, au bout d'un moment, il faut aller au carton, etc. Attendez, les gens qui parlent comme ça sur Internet, d'abord, très généralement, c'est des gens anonymes. Et moi, j'aimerais savoir s'ils enverraient sciemment leurs enfants dans des manifestations avec des mecs d'un autre camp politique, en l'occurrence de l'extrême gauche, dont on sait qu'ils sont violents et parfois, et même plus souvent qu'à leur tour, armés d'armes blanches ou autres. Est-ce que ces gens qui disent qu'il faut aller au carton, est-ce que eux, ils envoient leurs gamins dans des actions violentes? Parce que quand on est un adulte tatoué, vacciné, et qu'on décide sciemment d'aller au carton avec les mecs de gauche, ok, c'est un choix. Mais de faire la guerre par procuration avec le sang des gamins des autres, là, moi, j'ai un problème moral avec ça. Et tous les mecs qui aboient sur les réseaux sociaux en disant « faut aller au carton », moi, j'aimerais d'abord savoir à qui on a affaire. Parce que, vous savez, derrière ces comptes, vous ne savez jamais qui exactement est à la manœuvre. Est-ce que ce sont d'abord des Français qui s'expriment ou est-ce que c'est des bots? Et est-ce que ces bots, par hasard, ils ne seraient pas un peu situés dans la banlieue de Netanya, par hasard? Vous voyez? Moi, je me pose des questions quand même. J'ai un peu de recul par rapport à tout ça. Et encore une fois, c'est pas parce que j'ai un amour débordant pour les antifas, ou que je les redoute, ou que je suis pour le pacifisme à outrance. Non, il faut se défendre. À mon avis, il faut être prudent avec tout ça parce que dès qu'on n'a pas l'avantage, on n'a pas les institutions pour nous, ni les médias. Hein. Donc, les gens qui vous disent allez au carton, etc. Et j'ai remarqué une chose, je vous le dis d'expérience, les gens qui disent il faut aller au carton, il faut y aller, truc machin, sur Internet, généralement, c'est les mêmes mecs. Si vous en arrivez à en identifier quelques-uns, à la minute où ils sont attrapés par des flics, ils passent à table tout de suite et ils donnent les noms de tous leurs petits copains. Ça loupe rarement. Les plus bruyants sur Internet pour aller au carton, généralement, ces mecs-là, c'est les premières des donneuses. Donc, faut pas se laisser avoir par ce bruit de fond qui consiste à chauffer les esprits. Les gars, on va au carton, là, on va leur mettre les mecs. Ouais, ok, d'accord. Je connais des militants nationalistes que je respecte beaucoup qui ont fait aussi leur époque, leurs armes, et qui continuent pour certains, parce qu'ils sont assez jeunes, de les faire. Mais même eux, au bout d'un moment, ils se rendent compte que... alors c'est une chose de se défendre, mais d'aller un peu au contact, au bout d'un moment, on se rend compte de quoi? Que d'abord, les gauchistes ne deviennent pas moins gauchistes, qu'ils ne sont pas moins nombreux pour autant, et qu'après quelques rixes, quelques coups mal pris, etc., on se lasse. C'est-à-dire que ça a une certaine durée, ça. On fait ça dans sa période étudiante, et puis ensuite, quand on a 24, 25 ans, bon, on a un boulot, on trouve une nana, bon, on a d'autres priorités, voilà, on décroche, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai rien contre les gars qui défendent le terrain face à la vermine d'extrême gauche. Au contraire, je les respecte beaucoup, mais ils savent ce qu'ils font. Et ils portent leurs actions, et il n'y a pas de problème. Mais les gens qui poussent des jeunes à aller au contact, sans eux y aller, je vous dis, j'ai un gros problème avec ça, un très gros problème. Et encore en plus quand c'est vraiment des très jeunes garçons et qu'il y a vraiment risque de mort. Ok, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je suis très méfiant des gens qui appellent à la violence comme ça. Vous savez pas qui c'est, vous connaissez pas leurs intentions et vous savez pas si eux mettent leurs enfants dans ce type de position. Ce que je sais, c'est que la famille qui a perdu son gamin, elle l'a perdu pour de bon, elle va pas le retrouver. Et je suis extrêmement dérangé de voir Alice Cordier déjà sur les médias
en train de faire son miel, quoi. Je vous dis, moi je pense qu'il y a un problème. Et alors en plus, quand vous connaissez les commanditaires, quoi, parce que les commanditaires, c'est l'État d'Israël, quoi. Faut être clair, quoi. Voilà. Alors après, la vermine d'en face, on la connaît. Je vous dis, voilà. Quand on est, quand on fait de la politique de terrain, on choisit ses batailles. Voilà, on choisit ses batailles, d'accord? On évalue ses risques et quand on est un responsable d'organisation comme ça, on fait toujours en sorte que les gars aient quand même enfin, que les actions soient, que les actions soient bien pensées. Vous jetez pas vos militants dans la gueule du loup, sciemment, je veux dire. Voilà. Vous évaluez, vous dites, bon, il y a des risques, mais vous n'allez pas sciemment les envoyer se faire cartonner. Ça, vous ne le faites pas. Quand vous êtes un responsable politique, vous ne le faites jamais. Et là, bon, moi, je m'interroge un peu quand même sur ces actions qui consistent à aller systématiquement en contact pour faire des images. Voilà. Je vous dis, je m'interroge parce que il y a des jeunes qui morflent et je ne suis pas convaincu que ce soit pour les intérêts de leur pays. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut retenir de tout ça, contrairement à, vous voyez, à ces gens qui essaient de chauffer les esprits en disant ouais, non, mais, ouais, il faut aller au carton. Non, il faut réfléchir, il faut regarder les différentes associations en question, regarder qui pousse, qui est derrière, à qui elles sont liées, si ça bénéficie vraiment aux Français ou pas, en plus des méthodes ou quoi, hein, d'évaluer la pertinence des méthodes, mais vraiment de savoir à qui ça profite, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, je vous le dis, ça ne profite pas aux Français, ni à la France, et pas aux Blancs. Non, pas du tout. Ça, c'est signé, c'est des méthodes, c'est une opération d'ingérence étrangère. Voilà. C'est une opération d'ingérence étrangère pour mobiliser l'opinion française dans le cadre plus large d'affrontements entre États, en l'occurrence Israël contre toute une série d'États qu'il estime concurrents et qu'il veut rayer de la carte. Il a quand même fait éliminer quelques-uns hein, depuis une quinzaine d'années. Hein. Je pense qu'on s'en souvient tous. Donc voilà, non, les gens là qui disent faut aller au carton, bon. S'il y a des gens qui veulent aller au carton là sur les réseaux sociaux là, bah, qu'ils y aillent, qu'ils donnent leur nom, qu'ils expliquent comment ils vont procéder et qu'ils montrent par l'exemple comment ils escomptent procéder. Voilà, d'accord? Voilà. S'ils veulent être des gilets pare-balles pour les intérêts juifs, qu'ils nous montrent comment ils veulent faire. Et on regarde. Moi, je vais regarder ça avec grand intérêt, d'accord? Mais si c'est pour envoyer des petits jeunes qui sont un peu influençables et qui ne perçoivent pas nécessairement ce qui se passe dans la coulisse, moi je dis non. En ce qui me concerne, moi je dis non et je sonne l'alarme par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous aurez peut-être un avis complètement différent du mien. Peut-être que vous serez en profond désaccord avec ce que j'ai dit. Bon, on a tout le droit d'avoir son opinion, bien entendu, mais voilà. Donc je vous invite à diffuser cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, je mets aussi des liens en dessous. Et voilà. Et vous savez maintenant on a enfin nous on participe à une plateforme. On est sur une plateforme qui s'appelle Ogre, c'est l'emoji Ogre. Sur Tor, 100% anonyme. On peut s'y exprimer comme on veut. C'est l'occasion de participer quoi à des discussions de tout bord, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas d'a priori. Donc voilà, on est œcuménique. Allez, à plus tard, chers amis.